Messieurs les sénateurs, mon colonel du SDIS, mon commandant de la gendarmerie, chers collègues élus, mesdames, messieurs, bienvenue à Boca-Paul pour cette traditionnelle cérémonie de vœux. Alors, le programme de la soirée, les propos habituels présentant l'année 2018 et les projets 2019. Après, dans la foulée, Marie Jarry, vice-présidente en charge de la culture à l'Agglo, va nous présenter l'orchestre à l'école avec un quart d'heure de musique. Et ensuite, nous remettrons les trophées traditionnels à la fois au monde économique et au monde associatif. Et puis après, nous partagerons, comme d'habitude, le verre de l'amitié. Alors, que retenir de 2018 ? En ce qui me concerne, 2 événements. La Coupe du monde de football, c'est joyeux ça, et naturellement l'épisode des Gilets jaunes. Et à travers ces 2 événements, on est toujours étonné, je suis toujours étonné de la faculté des Français à se rassembler, soit pour faire la fête, et plus souvent, malheureusement, pour protester ou réclamer. Il ne faut pas oublier que le départ de cet événement, c'était un sentiment de délaissement, d'abandon du monde rural par la limitation de vitesse à 80 km/h et les taxes sur le gasoil. Tout cela a cristallisé un sentiment de négligence de ce que les milieux branchés ou technocrates parisiens appellent la province, et au-delà, le monde rural que nous représentons. La radicalisation, les débordements souvent violents ont contraint les plus hautes sphères de l'État à tendre l'oreille. J'espère que le grand débat national pourra dégager quelques idées-forces que l'État pourra mettre en œuvre. Dans un esprit permanent d'écoute et de respect des institutions, les maires de l'Agglo ont proposé la tenue de 6 réunions sur Bressuire, Mauléon, Neuilly-les-Aubiers, Cerizay, Argentonais et Montcoutan, avec donc ces réunions qui commenceront le 18 février pour s'étaler sur 2 semaines. Parmi les exigences, aussi nombreuses qu'hétéroclites, l'esprit initial s'est vite transformé en de multiples revendications politiques et autour de la notion du pouvoir d'achat. Cet esprit initial, c'était la ruralité et l'abandon des services publics. Pour nous, responsables élus, cela doit être une source de réflexion, en allant au-delà du seul intérêt financier. Nous avons la chance d'être dans un territoire actif, où la solidarité n'est pas un vain mot. Alors parlons de coopération, de mutualisation, de mise en commun de nos richesses, de nos atouts, de nos relations privilégiées, entre monde économique, associatif et les élus. C'est en cela que se basent nos réflexions à l'Agglo de B. Créée en 2014, elle a maintenant 5 ans et rythme notre quotidien. C'est autour de cette notion que j'ai le plaisir de vous présenter la rétrospective de 2018 et les grands projets 2019. Alors, en fait, je vais vous inviter à suivre ou à imaginer ce qu'est votre déroulement d'une journée et, à chaque étape, bien ressentir ce que l'Agglo de B rend comme service à nos concitoyens et à vous-même. Donc ce parcours journalier commence par le lever. Lever, on prend une douche. Nous avons hérité au 1er janvier 2018 de la compétence eau potable.
auparavant détenu par le SVL, syndicat du Val-de-Loire, auquel nous avons immédiatement confié la continuité de gestion. L'eau propre, une fois sous la douche, est beaucoup moins propre et donc elle va dans nos réseaux d'assainissement et dans nos stations d'épuration. L'année dernière, nous avons consacré plus d'1 800 000 € dans la rénovation de réseaux ou à terminer certaines stations d'épuration. Et le 19 novembre dernier, sous un froid nordique, nous avons posé la première pierre de la station de Montcoutan, c'est la photo que vous voyez ici, qui va engager l'agglo dans une dépense, heureusement subventionnée, de l'ordre de 2 200 000 €. On sort sa voiture, on a des enfants de tous âges, on les emmène à la crèche ou au multi-accueil ou chez une assistante maternelle. Là aussi, rôle de l'agglo, elle gère les crèches, 190 places. Elle soutient les maisons d'assistantes maternelles. Elle fait la coordination et la formation des assistantes maternelles. L'enfant un petit peu plus vieux, plus âgé, en attendant l'ouverture de l'école, va au périscolaire. Périscolaire, c'est aussi l'agglo. 58 sites, 4 900 enfants accueillis. Ce service est partagé entre une exploitation directe commune agglo et un certain nombre d'associations telles que Familles Rurales ou les CSC. Pendant les vacances, eh bien, c'est l'agglo aussi qui a la responsabilité des centres de loisirs. Pour aller à l'école, on emprunte les bus. Compétence de l'agglo. Nouvelle compétence de l'agglo. Compétence obligatoire. Jusque ces dernières années, c'était une compétence départementale qui, l'année dernière, a été transférée à la région, mais qui va trouver sa plénitude au niveau de l'agglo dès 2020, puisque nous sommes en cours d'établissement d'un plan global de déplacement qui comprend aussi bien les bus scolaires, les bus interurbains ou intra-urbains comme à Bressuire, mais aussi des perspectives concernant les déplacements doux, le covoiturage, etc. Plan global de déplacement. Et puis, nous étions dans un territoire où, dans la matinée, quand une personne âgée n'avait pas de véhicule pour aller, par exemple, chez le médecin, eh bien, deux structures, Delta et Cœur du Bocage, avaient des systèmes pour aller chercher les gens et les amener à leur destination. Au 1er janvier 2018, nous avons lancé l'opération Transport solidaire avec un succès inespéré. 80 000 kilomètres parcourus, 325 conducteurs bénévoles et volontaires et 762 bénéficiaires. C'est un système qui est très bien adapté à notre territoire, à notre bocage, où le mitage est presque une règle, et donc il est très difficile d'établir de circuits de bus. Ce système, effectivement, permet d'aller chercher les gens chez eux et, à terme, est un gage de garder les habitants et les personnes âgées chez elles, dans leur commune d'origine. Ensuite, on va travailler. Le compétence économique est une compétence très importante de l'agglo. Je vais résumer. On offre naturellement des espaces à construire sur des zones d'activité.
et on accompagne les entreprises dans leurs dossiers techniques et financiers. Vous avez ici un exemple, puisque dans le courant de l'année 2019, nous allons poursuivre toutes les études concernant l'ouverture de 50 nouveaux hectares à Alpha Park à Bressuire et de 17 hectares sur Montcoutan à la foresterie. En dehors de ces actions très concrètes, je voulais simplement faire un rappel. En 5 ans, l'Agglo a réalisé 45 millions d'euros de travaux, dont la plupart ont été réalisés par des entreprises locales ou de la région. Là aussi, on insuffle en fait dans l'économie locale les projets de l'Agglo et le dynamisme de l'Agglo de B. Un événement aussi qui va servir tout le monde, aussi bien les particuliers que les entreprises, c'est le début des travaux du très haut débit, de la fibre optique. Vous avez sous les yeux, effectivement, un calendrier et vous remarquez que des travaux vont commencer sur Bressuire et Noailles-les-Aubiers dès le 2e trimestre 2019, 4e trimestre sur Mauléon et à Cerizay en début d'année prochaine. Corrélativement, nous avons retenu au niveau de l'Agglo, et en accord avec le conseil départemental, la desserte de toutes les zones économiques, quel que soit leur positionnement dans nos communes. Alors ça ne veut pas dire que ces 4 communes, entre guillemets, privilégiées vont être les seules, mais c'est là que vont commencer les travaux. Je rappelle quand même que sur notre territoire, la pose de la fibre optique est évaluée aujourd'hui à plus de 28 millions d'euros, avec une participation de l'Agglo qui devrait être autour de 1,5 million d'euros. Autre préoccupation d'actualité, c'est le devenir de l'élevage. Il y a un certain nombre de phénomènes aujourd'hui, la cherté de la vie ou du produit, les difficultés des éleveurs, certaines modes, certaines pressions comme le vegan, les méthodes d'élevage qui sont contestées mettent en péril un fleuron de notre économie. Il nous appartient, nous élus, de réfléchir avec les organisations syndicales, avec les représentants de la Chambre, à une évolution des méthodes d'élevage. Et donc, je me donne, moi, jusqu'au 30 juin à peu près, on va laisser passer les élections, à la Chambre, et de définir une politique en matière agricole et d'avoir un programme annuel de soutien à certaines filières. Le midi, eh bien, si on a un petit moment, on fait un tour à la piscine. Cette année, le succès de Val-de-Scie a été confirmé avec un nombre équivalent d'entrées et en tout, comme vous le constatez, plus de 264 000 entrées dans nos différents espaces, malgré une fermeture intempestive due à un incident à Mauléon pendant tout le mois d'août. Entre midi et 2 heures, avant de reprendre le travail, on va voir la grand-mère. On est très civil dans notre région. Là aussi, le CIAS assure le maintien à domicile, le ménage, l'aide à la confection de repas ou la fourniture de repas. En ce qui nous concerne, 550 bénéficiaires, 86 000 repas servis, plus de 80 000 heures assurées, ça directement régi par l'Agglo, puisque en plus, là aussi,
il y a l'ADMR, Famille Rurale, etc., qui rendent ce genre de service. Nous avons aussi les services de soins à domicile, avec 147 patients suivis. Précision aussi, là on déborde de la journée de la semaine, on voit beaucoup de véhicules le soir relativement tard, le samedi et surtout le dimanche, et un certain nombre de personnes se sont étonnées que les voitures de l'agglo entre guillemets, se promenaient. Eh bien non, c'est ces gens-là qui travaillent 7 jours sur 7 et qui vont chez les personnes les jours de fête, le dimanche, et on ne peut que les remercier de leur dévouement. On utilise les récréations, les après-midi, quelques disponibilités dans des foyers de jeunes, dans des projets initiés soit par des jeunes, soit par des gens qui s'occupent d'eux, les CSC par exemple. Nous avons mis en place, depuis maintenant 6 mois, tout un réseau de... D'abord, on a institué un service jeunesse et on a mis un réseau de référents jeunesse qui maillent tout le territoire et qui sont chargés, ces référents, de faire le lien entre les jeunes de leur territoire et naturellement l'agglo de B, avec des consignes à la fois ascendantes et descendantes. On arrive le soir et on emmène un de ses enfants minimum au conservatoire de musique, qui confirme son succès, puisque cette année, nous avons enregistré 720 élèves, soit 4% d'augmentation des effectifs. Nous animons, avec l'aide des communes, 3 orchestres à l'école, qui touchent donc 85 enfants, et donc vous verrez tout à l'heure une brillante démonstration, et l'éducation musicale en milieu scolaire pour plus de 3000 élèves. Pour soi-même, on profite d'un instant de répit autour de 18 h pour aller chercher un livre ou un CD dans le réseau de bibliothèques. L'année 2018 a été très innovante parce que c'est la première année où nous avons institué la gratuité d'accès aux bibliothèques. Le succès a été phénoménal puisque l'augmentation des abonnés est supérieure à 25% et est passée à 12 251 abonnés. Le soir, on va quelquefois à des réunions, puisqu'on fait partie d'un milieu associatif, et on va parler tourisme et distraction. Alors, un petit film, une petite vidéo sur les activités du bocage. Mais en ce qui concerne l'agglo de B, nous avons à ce sujet, en matière touristique, 3 réflexions. La première, avec un groupe de travail qui planche là-dessus depuis quelques mois, c'est l'évolution de Pescalis. Doit-il rester un temple de la pêche ou s'ouvrir plus largement à d'autres activités que j'appellerais grand public? Nous avons aussi un événement qui vient de se découvrir dans notre beau territoire, c'est l'achat de l'Ébaupinet, le château du Breuil-sous-Argenton. Donc, sur un site internet d'Artagnan, le château vient d'être acheté avec 11 869 contributeurs et a recueilli 1 139 000 €, avec des dirigeants extrêmement dynamiques qui nous ont fait part de leurs propositions et qui sont justement ambitieux,
L'idée étant, en fait, de transformer petit à petit le château en y incorporant des ateliers moyenâgeux. Alors, maçonnerie, menuiserie, etc. Et c'est la démonstration, en fait, de ces artisans, que je qualifierais d'époque, ajoutés à quelques spectacles qui font espérer aux dirigeants des retours de touristes très importants, de l'ordre de 100 000. Et ça nous pose, en même temps que beaucoup d'espoir, ça nous pose un élément de réflexion sur le devenir du karting, qui est à 700 mètres à vol d'oiseau, avec une co-visibilité évidente. Le karting, qui est à vendre, il y a une piste, bien sûr, qui est privée, mais les tribunes et un terrain de camping qui appartiennent à l'agglo. Développons, est-ce que nous allons développer ce site en cohérence ou au détriment du château de l'Épinay, ou l'inverse? Des discussions et des réflexions sont engagées. Dans les événements 2018, et pour compléter, nous avons signé récemment, il y a une quinzaine de jours, l'installation d'une SPL, une société publique locale, qui s'appelle Unitri, dans la perspective de la construction d'un centre de tri sur la zone de la Croisée à Loublande-Moléon. Nouvelle structure, donc d'une 13 intercommunalités, plus d'1 million d'habitants, et qui doit traiter environ 45 000 tonnes de déchets recyclables. Voilà un petit peu la carte que ça représente. Ça va de Melle à Pontchâteau. Ça fait effectivement un croissant, et vous voyez qu'à la limite des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire, dans la zone bleue-verte, là, eh bien, c'est là que doit s'implanter le centre de tri, à l'épicentre, quelque part, de ce vaste territoire de plus d'1 million d'habitants. Il y a donc une partie de la Loire-Atlantique, une partie du Maine-et-Loire, tous les Deux-Sèvres, le Loudunais et la Vendée, mais qui ne s'est représentée ici que par le canton de Mortagne. Mais c'est la société qui gère de la même façon la Vendée qui a adhéré en fait à Unitri. Un projet très important qui va occuper le devant de l'actualité dans l'année qui vient, puisque les dirigeants se sont promis de mettre en place le centre de tri, c'est-à-dire que le dossier ne soit plus, entre guillemets, arrêtable avant les élections prochaines. Parce que ce besoin est extrêmement urgent, puisque les centres de tri actuels sont dépassés techniquement, et que si on se décide après les élections, on va perdre sans doute 1 an ou 2 ans, et on va se demander comment on trie nos déchets en attendant. Ça pose un problème annexe, c'est la fermeture des centres de tri, et en particulier celui de Bressuire, et nous sommes très attentifs effectivement au devenir ou à la reconversion des agents, qu'ils soient de l'agglo ou qu'ils soient des ateliers du bocage qui travaillaient sur ce site, certains depuis plus de 20 ans. Là, c'est que le soir, effectivement, on a mis sa poubelle de recyclage ou d'ordures ménagères devant sa porte, où on a porté son petit sac au point de regroupement, et ce n'est pas sans problème. Le conseil communautaire, dans son dernier conseil, un certain nombre de communes, dont la ville de Bressuire hier soir, ont adopté un règlement qui vise à pénaliser lourdement les contrevenants qui mettent joyeusement leurs sacs à côté ou des points de regroupement ou dans les fossés avoisinants. Toujours est-il que ces difficultés techniques, ou que malgré ces difficultés techniques, le résultat est probant.
C'est-à-dire que depuis maintenant 4 ans, les tonnages d'ordures ménagères ont baissé de 20%, pendant que ceux des produits recyclables ont augmenté de 10% et les verres de 18%, naturellement en intégrant les déchets qui ne sont pas mis d'une manière régulière. Donc continuons dans cette voie, de toute façon c'est l'avenir, et on fait appel au civisme des habitants du bocage. Dans le même esprit, nous avons essayé d'adapter nos déchetteries à l'intérêt, l'utilité directe qu'elles ont vis-à-vis de la population. Et nous avons institué un système de saisonnalité, sachant que les déchetteries accueillent très largement des déchets verts qui ne sont produits en général qu'au printemps et à l'automne. Pour le reste, il aurait fallu adapter les déchetteries pour les produits dangereux, et comme les apports sont relativement rares dans l'année, on a demandé aux gens de faire l'effort de les porter dans les déchetteries équipées à cet effet. Une fois qu'on a sorti sa poubelle avec tous ses ingrédients ou ses conséquences, on va au spectacle. Le soir, scène de territoire. Là, vous avez l'exemple du théâtre de Bressuire, mais des spectacles sont aussi produits dans d'autres salles de l'agglo. 807 abonnés, plus 9%. 15 450 entrées avec les scolaires, plus 10%. Et 87 représentations, plus 14%. Nous avons toujours voulu un accès à la fois divers dans la localisation, dans une diversification aussi de l'offre et des tarifs attractifs pour amener la culture au plus près de chacun d'entre nous. S'il n'y a pas quelque chose au théâtre, eh bien on va à Bocapaul. Bocapaul, propriété aussi de l'agglo, 32 spectacles en 2018, plus 14%, et 111 événements socio-économiques, plus 7%. 123 600 visiteurs, plus de 16%. Et puis, il y a aussi les cinémas. Les cinémas où, malgré une petite baisse sur Bressuire, on a maintenu le chiffre global avec Cerizay, Montcoutan, Argentonnay, avec 202 617 entrées. Deux choses à remarquer. L'année a été moyenne en termes d'entrées parce qu'il n'y a pas eu de grands films. Et l'été a été extrêmement chaud et qu'on avait plus tendance à aller à la piscine qu'à aller au cinéma. Et puis l'autre chose, c'est que nous, avec la SIC a pris en charge l'Argentonnay, et vous voyez la progression impressionnante du nombre d'entrées qui était donc de 1876 en 2017 et qui est passé à 4843. Précisez que vous ne voyez pas ici le cinéma de Mauléon parce que il est de compétence de l'agglo, mais il continue à être géré par une association. Celui qu'on ne peut oublier et que mettre en tête, c'est l'ouverture du centre hospitalier Nord de Sèvres. Je salue d'ailleurs la présence ici du directeur et puis du chef de projet qui est dans la salle, qui nous fait le plaisir de nous rendre visite. Alors, on a dit beaucoup de choses sur l'hôpital, trop souvent négatives. Tous ceux qui l'ont fréquenté vantent la qualité des personnels, la qualité des soins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, de reprise en main, en particulier dans la communication et le recrutement de spécialistes pour élargir la patientèle. Nous faisons confiance à M. Diomgard, nouveau directeur, pour remplir ces objectifs. Autre événement de l'année, 25 avril 2018, la visite de M. Rousset
sur notre territoire dans le cadre de la préparation du contrat de territoire. Alors on a fait un déjeuner de travail, on a visité des entreprises, mais surtout c'était pour lui présenter les projets de l'agglo pour les 3 ans qui viennent. Et il a été très très attentif à nos propositions, au point que nous avons eu très rapidement des réponses à nos souhaits, à nos demandes, et avec l'accord du président. Dans ces demandes, il y avait la réalisation sur Bressuire de la Cité de la Jeunesse et des Métiers. Vous en voyez ici quelques vues. Le marché a été attribué à une entreprise locale, parce que tout simplement elle était la meilleure, EGDC de Cerizay. Le projet de Cité de la Jeunesse, je rappelle, c'est 4 200 000 € d'investissement, subventionnés à 65%, dont 700 000 € de la région, justement, parce que le projet est original, n'entrant pas dans le cadre habituel ou traditionnel des subventionnements de la région, mais que le président a trouvé original et intéressant. Dans cette maison de la Cité de la Jeunesse et des Métiers, on va y loger la maison de l'emploi, la mission locale, le service jeunesse, une plateforme de mobilité et des permanences sur la santé, l'accès aux droits, etc., etc. Autour de la Cité de la Jeunesse, il va y avoir ce qu'on appelle un PEM, c'est-à-dire un pôle d'échange multimodal. Aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure du schéma global de déplacement. Beaucoup de structures, d'interco, de régions réfléchissent au devenir des transports. Et l'objectif, c'est d'optimiser le transport public, les échanges potentiels. Et donc, le pôle d'échange multimodal a été conçu en fonction de ça, à côté de la gare, ou qui n'accueille plus que 4 TGV, je rêve, TER par jour, mais qui accueille tous les matins 43 cars scolaires, qui en fait le plus gros site de rassemblement de bus du département, plus les bus interlignes, Poitiers-Nantes par exemple, etc. Et donc la réflexion, ça a été d'aménager pour qu'il y ait une fluidité de la circulation, qu'il y ait des possibilités de stationnement, avoir des quais aux normes, et le fin du fin, c'est effectivement la passerelle. Alors on a d'autres vues, si vous voulez bien. En particulier la photomontage du bas, puisque le nombre de quais que l'on peut faire devant la gare est insuffisant, donc il faut qu'on en fasse de l'autre côté des voies. Même problématique avec les stationnements. Donc nous allons réaliser une passerelle qui va être accessible par escalier ou ascenseur, qui va aller de la place Labatte, de la place Saint-Jacques, pardon, un ascenseur qui descend boulevard Clémenceau, qui dessert l'étage de la Cité de la Jeunesse, qui franchit les voies ferrées, et encore une fois par ascenseur qui descend au niveau du boulevard Foch. Voilà. Autre projet sur le site, l'école. Mais ce n'est pas simplement qu'une école. Là aussi, on joue la mutualisation, puisque c'est un projet de 7 700 000 €, pour laquelle l'agglo de B s'est engagé à raison de 38%. Alors, il y a des subventions derrière. Pourquoi ? Parce qu'on va mutualiser tous les espaces communs, les restaurations, les salles d'évolution, les salles de jeu, les cours, etc., pour y accueillir le périscolaire et les centres de loisirs de vacances. Avec la région, et aussi dans le contrat en rue avec l'État, il est prévu la construction sur notre territoire de 49 logements
de Habitat Jeune, à Bressuire, à Cerizay, à Nueil-les-Aubiers et à Montcoutan. Les études sont en train de se finaliser pour des travaux qui pourraient commencer avant la fin de l'année. Autre gros dossier de l'agglo pour 2019, c'est la construction, l'aménagement plus exactement, toujours en mutualisation, de l'accueil tourisme, du musée et d'une nouvelle bibliothèque à Mauléon, dans l'angle droit, quand on fait face à l'hôtel de ville comme on le voit aujourd'hui, dans l'angle droit donc que vous visionnez sur cette photo. Les travaux sont évalués à 2,6 millions, avec un taux de subvention aujourd'hui qui approche les 66%. Dans le contrat de territoire et dans les discussions, réflexions en cours, nous avons naturellement aussi le PLUI, qui est en phase, j'allais dire en phase terminale, au bon sens du terme, parce que ça dure depuis un petit moment quand même. On espère qu'il sera exécutoire en 2020. Mais lié au PLUI, quelque part, mais aussi au contrat de territoire, c'est des différentes opérations que sont cœur de bourg et cœur de ville. L'idée étant de faire revenir des habitants dans les centres-bourgs et de maintenir, voire de développer des commerces de proximité. Dans le contrat de territoire, on a aussi proposé du marketing territorial. Le marketing territorial, c'est faire connaître nos territoires. Le Bocage est un territoire actif, mais discret, trop discret. Et donc, plusieurs actions vont être menées. On en avait une tout à l'heure avec un certain nombre de chefs d'entreprise ou de services du Bocage. Vient d'être édité le courrier du Parlement avec un numéro spécial Bocage-Bressuirais, très très bien fait. Ça va se poursuivre par des campagnes d'affichage, par des films. Vous en avez vu tout à l'heure, donc en ouverture. Le Bocage, c'est déjà demain, c'est ça, hein, des films plus touristiques, des salons, naturellement. Et puis, une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est la promotion d'un territoire par le biais du sport. Et nous allons aider, par exemple, Hugo Hay. On aide déjà les équipes qui évoluent au niveau national. Et nous allons soutenir Hugo Hay, qui a comme objectif de participer aux Jeux Olympiques. Et qui a toutes les chances, en plus, d'y arriver. Voilà l'activité de l'agglo, les projets. Notre souhait, et dans le contexte actuel, c'est vraiment de maintenir le maximum de services à la population et en proximité. Ce quotidien que je vous ai exposé, avec les projets de l'agglo, c'est notre souci quotidien au niveau des élus. Sachez que les cadres, les personnels, les élus sont à votre écoute pour faire du Bocage un territoire de solidarité, de développement où il fait très bon vivre. Merci de votre écoute et bonne année à tous. Les enfants regardent et testent les instruments pendant 1 à 2 mois. Et c'est leur propre choix que de choisir un instrument et de le considérer un peu comme un ami. Les enfants ne savent pas lire la musique. C'est-à-dire qu'on a des techniques, enfin les professeurs ont des techniques de musique ou d'apprentissage qui s'appellent par exemple le sound painting, où ce sont des gestes qui sont répétés devant eux et qui correspondent à une note. Nous avons sur le territoire de l'agglo 3 orchestres à l'école, vous l'avez vu. Donc il y a celui de Jules Ferry qui entame sa dernière année. Il y a celui de Montcoutan qui lui était sur 2 ans parce que c'était une très grosse classe. Il y avait 35 enfants, je pense. Donc on a plutôt eu des cours très, très rapprochés dans la semaine pour que les 35 enfants de Montcoutan soient tous en pupitre en même temps. Et puis il y a un orchestre musique trad à Courlay. Quels sont les bénéfices d'un orchestre à l'école? Alors ils sont nombreux. Les enfants apprennent le respect, ils apprennent l'écoute d'eux-mêmes et des autres, ils apprennent la discipline aussi,
Et je peux vous dire que cet orchestre-là, lorsqu'il est allé le jour de la fête de la musique au rectorat à Poitiers, a sidéré tout le monde. Ils étaient un peu en retard, ils cavalaient dans les rues, ils avaient leur instrument, ils sont arrivés, assis sur les chaises, on respire, on prend la posture et on joue. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui leur a été apporté par l'orchestre à l'école. Et puis un des derniers bénéfices aussi, c'est que les enfants se produisent dans des moments comme celui-ci, où ça peut être le 11 novembre comme nous l'avons vécu à Bressuire. Et à chaque fois, ils apprennent à être des citoyens à part entière, et ils comprennent ce qu'est la vie d'une cité. Donc que des bénéfices. Et pour moi, que du bonheur. Merci.
Allez, ça marche. Alors. Vous avez remarqué qu'il y a un grand enfant tout au bout là-bas. Parce qu'en fait, dans le dispositif orchestre à l'école, les enseignants aussi sont partie prenante. C'est-à-dire qu'ils découvrent l'instrument en même temps que les élèves. Et il arrive parfois qu'un élève dise à sa maîtresse « Non, non, c'est pas comme ça ». Donc ça intervertit parfois les positionnements des uns et des autres. Donc je voudrais remercier l'équipe enseignante de Jules Ferry et des autres écoles d'ailleurs, parce que si les enseignants n'étaient pas motivés à 200%, ces projets ne verraient pas le jour. Ici, nous avons Madame Marnie Julien. Bravo, merci. Béatrice Sazola, qui est la directrice, qui n'est pas là ce soir. Elle est dans le public. Bon, très bien, elle fait sa timide. Et puis, nous avons les enseignants du conservatoire, Mathieu et puis Corinne. Non, pas Corinne, Valérie. En fait, les enfants pratiquent pendant 2 heures par semaine. Et je ne veux pas oublier non plus Marine du Centre socio-culturel qui fait le relais et qui permet aux enfants de venir, pour ceux qui le souhaitent, s'entraîner le soir au CSC. Donc voilà, orchestre à l'école. Si vous voulez, commandez. Eh bien, un grand bravo, hein. Vraiment, merci Marie. C'était un grand moment. Quand on sait effectivement dans ces écoles de quartier, quelquefois les difficultés qu'ils rencontrent, arriver à des résultats comme ça, c'est tout à fait impressionnant. Alors j'appelle Pierre-Yves Marollo, s'il veut bien me rejoindre, et Philippe Brémond, pour commencer la remise des trophées. Alors ça va se passer de la façon suivante. Il y a une projection au fur et à mesure des trophées et du thème qui va afficher le lauréat. Ça va être suivi d'une petite vidéo qui va présenter l'établissement ou l'action. Et puis après, on invitera sur la scène eh bien, les responsables pour la remise de trophées. On en parlera plus longuement tout à l'heure, mais qui ont été réalisés par les élèves, là aussi, du lycée Vinci à Bressuire. Alors, on commence, on y va ? C'est un site qui a été créé en 1991 sur la base d'une miroiterie. Il a été racheté par le groupe Saint-Gobain en 1995. Et puis depuis les 20 dernières années, le site a suivi une stratégie qui était celle des menuisiers industriels qui se sont concentrés et où on a vu à la fois le développement de la menuiserie aluminium sur les 20 dernières années et puis l'explosion de grandes unités de menuiserie industrielle. À partir de là, le développement du vitrage isolant aussi nous a amené à nous focaliser sur ce marché-là et à créer de grandes unités comme Glazver. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 20 ans après, Glazver est la plus grosse unité de fabrication de vitrage isolant du groupe Saint-Gobain dans le monde. Et à force d'investissement et d'innovation, on a aussi maintenant la première ligne entièrement automatisée du groupe Saint-Gobain à l'heure actuelle. Sur ces 20 ans, on est passé de 80 salariés à peu près 250 employés et on a multiplié à peu près par 4 la surface pour arriver aux alentours de 20 000 mètres carrés actuellement. On a bien sûr des perspectives d'évolution de produits, mais qu'on a depuis 20 ans. C'est-à-dire que les vitrages isolants ont énormément évolué en 20 ans. Alors à la fois sur l'aspect isolation thermique, bien sûr, qui est la première des fonctions, mais aussi sur des fonctions décoratives, des fonctions de sécurité. Ces dernières années aussi sur les apports solaires, puisque maintenant sur le vitrage isolant, ce qui est important, c'est à la fois d'avoir un bilan
un bilan énergétique global de la maison, pas uniquement une isolation thermique, et bien sûr sur la transmission lumineuse, puisqu'on a fait des produits de plus en plus performants, et on a récupéré de la transmission lumineuse qu'on avait perdue avec les anciens types de vitrage isolant. Donc on évolue constamment sur les produits. On a un projet d'investissement sur 4 ans qui augmenterait notre superficie de 3700 m², donc qui la porterait à plus de 23 000 m², et qui nous permettrait d'installer une seconde ligne entièrement automatisée et de pouvoir augmenter notre capacité et d'embaucher 20 à 30 personnes d'ici 3 à 4 ans. Le premier point de l'ancrage territorial pour nous, c'est nos clients. Parce que les 25 menuisiers industriels dont je parle, c'est les menuisiers du Grand Ouest qui sont dans une zone de chalandise de pas plus de 300 km pour nous, dont 80% à moins d'1 heure de livraison. C'est aussi nos fournisseurs, puisqu'on a, quand on le peut, parce qu'on appartient à un grand groupe, donc on a quelques achats mutualisés et centralisés, mais quand on le peut, on fait participer les fournisseurs locaux. Après, ça a été aussi beaucoup d'initiatives qui ont été faites à la fois avec le territoire, sur la valorisation des déchets, sur la récupération d'énergie, sur différents projets en lien avec l'environnement. Et donc on a développé différents dispositifs, dont la mobilité sûre et durable, à travers l'implication de nos salariés sur le covoiturage par exemple, mais aussi en participant à des initiatives du territoire comme Territoire Mobilisé. Et puis différentes initiatives où on a participé à amener notre expertise sur l'économie circulaire par exemple, sur le démantèlement et le recyclage des menuiseries en fin de vie. Qui est en cours et qui est un projet qui nous tient à cœur, notamment avec le projet zéro chômage, et puis qui permettrait peut-être de rendre possible cette filière de démantèlement. Pour Glace Solutions Glace Vert de Saint-Pierre-des-Échaubrognes, je vais demander à Christophe Sina, le directeur de l'entreprise, de venir nous rejoindre, ainsi que Claude Pouzin, qui est maire de Saint-Pierre-des-Échaubrognes, mais aussi vice-président de l'Agglo. Et c'est Philippe Brémond qui va remettre ce trophée. L'entreprise qui a su démontrer au fil des décennies son excellence en matière de vitrage isolant et faire preuve d'innovation, qui a su défendre auprès du groupe Saint-Gobain les compétences et savoir-faire du site de Saint-Pierre, contribuant ainsi à valoriser et développer le bocage bressuirais. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Monsieur le directeur. Un petit mot ? Oui, d'abord, je vous remercie pour cette reconnaissance. Alors, je crois que tout a été dit dans le film sur le développement de Glace Vert en 20 ans. J'ai juste oublié une chose quand je parlais de l'ancrage territorial. J'ai oublié mes salariés. Et les salariés, je pense que depuis 20 ans, enfin plus que 20 ans, d'ailleurs, le site est Saint-Gobain depuis 28 ans, et puis presque 30 ans maintenant. Mais on a les salariés qui sont là depuis au moins 30 ans, voilà, et puis beaucoup qui ont au moins 24 ans de boutique chez nous. Et donc ils sont très attachés à Glace Vert et qui ont permis le développement, parce qu'on le voit, on est passé quand même jusqu'à 260 salariés. Donc voilà, mais sinon je pense que tout a été dit. On a encore plein de projets. Donc à chaque fois, on a été accompagné dans tous nos développements, et merci Claude, sur toute la zone industrielle. Puis voilà, et donc effectivement, là, les projets sur 3 ans, ça sera le dernier, je pense, parce que là, après, on n'aura plus de place, ou il faudra agrandir encore la zone industrielle, ou enfin, on verra, mais voilà. Donc merci beaucoup en tout cas. Monsieur Sina, tout à l'heure, on a parlé de plan global de déplacement, et vous participez d'ailleurs aux commissions donc, de l'Agglo, et vous avez innové, vous, en matière de déplacement de vos collaborateurs. Vous pouvez nous en dire un petit mot ? En fait, sur ce qu'on a mis en place, c'est en fait des systèmes de covoiturage. Donc on a essayé d'inciter les gens à faire du covoiturage. Après, la contribution, c'était de mettre des places de parking plus proches pour les salariés qui faisaient du covoiturage, et puis d'avoir aussi un engagement et donner du sens à l'importance de faire du covoiturage. C'est pas non plus. On a quelques salariés qui le font, mais sur les 260, c'est une petite partie. Très bien. Pas une grande partie, mais voilà, très bien. C'est une petite pierre. Parce que vous êtes un certain nombre d'entreprises présentes ici et regroupées plus ou moins par zone. Et un des premiers problèmes qui a été relevé
au covoiturage, c'est la coordination des heures d'embauche sur une même zone. Et ça, il faudra y réfléchir, effectivement, si on peut, au niveau de chaque zone, avoir des temps de débauche et d'embauche aux mêmes horaires pour favoriser, effectivement, le covoiturage. Merci. Nous allons passer au deuxième trophée économie. Donc, qui dit deuxième trophée, dit deuxième film. Et cette fois-ci, c'est l'entreprise Clisson Métal de Montcoutan qui est à l'honneur. Clisson Métal est négociant en produits métallurgiques. Notre cœur de métier est la distribution d'acier, d'inox et d'aluminium. Nous alimentons toute la filière de la métallurgie et nous touchons une clientèle très variée qui va de la sous-traitance automobile, du machinisme agricole, de la mécano-soudure, de la construction métallique et du bâtiment gros œuvres. Clisson Métal est une des entités du groupe Clisson, puisque nous avons deux autres activités complémentaires à l'activité de négoce. Une activité d'armature pour le béton, orientée bâtiment gros œuvres avec la société Atlantique Armature, et la société Laseris, qui est spécialisée dans le parachèvement, la découpe laser, l'usinage, le cintrage et le sciage de tubes et profilés. En termes de politique RH, qui a toujours été très dynamique, nous avons énormément investi sur l'amélioration des compétences, la formation, et également cette politique RH est basée sur une politique de rémunération très dynamique, comme par exemple la signature au niveau du groupe d'un certain nombre d'accords de participation, d'intéressement, d'abondement, accords prévoyance santé pris en charge par l'entreprise à hauteur de 75%. Nous avons un signe fort également pour illustrer le lien que nous avons avec nos salariés et la confiance mutuelle, c'est l'ouverture du capital aux salariés du groupe, puisqu'aujourd'hui nous avons environ 35 salariés qui sont actionnaires de l'entreprise. Nous avons fortement investi récemment pour l'amélioration des conditions de travail et la réduction de la pénibilité. À ce titre, un des derniers investissements réalisés sur Clisson Métal a été la mise en place d'un système de stockage dynamique sur berceau, c'est-à-dire sur tiroir, qui permet d'optimiser la surface de stockage, réduire les risques, et donc améliorer la performance de l'entreprise. Cette stratégie est basée sur deux axes. Un axe avec une politique d'investissement toujours aussi forte, des investissements immobiliers en surface de stockage et surface de production, tant pour Clisson Métal que pour Laseris. Également une politique d'investissement machine de production pour Laseris et système de manutention plus performant pour Clisson Métal. C'est plus de 3 millions d'euros qui vont être investis dans les prochaines années. Et le deuxième axe, c'est bien sûr toujours un volet RH important, basé sur la confiance mutuelle, le respect et la tolérance. Alors, pour recevoir le trophée, je vais demander à Aude Moreau et à Laurent Clisson de venir nous rejoindre, ainsi qu'à Gilles Pétraud en tant que maire de Montcoutan-sur-Sèvre. Alors, Clisson Métal, qui est un exemple de réussite, on l'a vu, d'une entreprise familiale du bocage et qui a su, au fil des années, progresser, innover pour devenir un négociant majeur en produits métalliques et qui fête cette année ses 50 ans, donc un quinquagénaire. Vous avez su faire preuve de professionnalisme et d'un savoir-faire indéniable, tout en conservant, on l'a vu dans le film, une dimension humaine où le salarié a toute sa place. Les investissements engagés cette année pour l'amélioration de leurs conditions de travail en sont évidemment la preuve. Donc Philippe est parti à la pêche au trophée et il va vous remettre donc de ce trophée. Alors, félicitations. Une petite question qu'on se posait. Combien d'employés, combien de salariés ? Effectivement, j'ai omis
de présenter l'effectif de l'entreprise. Donc au niveau du groupe, nous sommes aujourd'hui 170 salariés avec les 4 entités. Oui, donc déjà je tenais à remercier l'Aglo pour avoir choisi de mettre en avant l'entreprise. C'est forcément une belle reconnaissance pour nous dirigeants. Donc je tiens aussi à excuser Laurent qui a été retenu par d'autres obligations professionnelles. Donc c'est une reconnaissance pour nous dirigeants, mais évidemment pour l'ensemble du personnel, puisque effectivement le développement et la croissance de l'entreprise ne peut se faire que grâce à ses salariés. Et aujourd'hui, on a des équipes qui sont très engagées, très investies, et par leur professionnalisme, nous avons réussi à développer et assurer une croissance régulière ces 20 dernières années. Donc je dédie évidemment ce titre, ce trophée à l'ensemble du personnel. C'est vraiment important pour nous. Oui, Aude, vous avez été très longtemps présidente du SAM Hand. Vous l'avez porté au plus haut niveau, enfin en National 2, je crois. Hein, Comment ? Vous l'avez National 1 même. National 1 pour cette saison. Pas de regret d'avoir quitté la présidence ? Non, il faut bien passer la main, il faut passer le relais. Après 10 ans de présidence, c'est quand même beaucoup d'énergie déployée, beaucoup d'investissement. Et là, à titre bénévole, donc il faut savoir passer la main et le renouveau est toujours bon. Je pense que vous mettez en exergue ici l'esprit. Le travail collectif, le travail d'équipe. Qu'il y a dans nos territoires entre Voilà. des chefs d'entreprise et puis le monde associatif. Hein. Un grand bravo et un grand merci. On fait souvent le parallèle entre le monde de l'entreprise et le milieu du sport, et notamment collectif. Donc l'expérience est tout à fait complémentaire. Très bien, bravo. Et elle n'était pas seulement une présidente efficace, elle a longtemps été, je l'ai encore vu il n'y a pas très longtemps, sur les terrains. C'est ça. Ah oui. On va passer à une catégorie différente, puisqu'on va parler cette fois-ci de la citoyenneté et de la vie sociale. Et il a été décidé, proposé de récompenser justement l'initiative dont il a été question tout à l'heure dans les propos du président et à travers un film, le transport solidaire. Je suis pas en retard. Non, tout va bien. très bien. Eh ben, c'est parfait. Je suis à la retraite depuis 3 ans. Je l'ai pris tardivement, mais bon, voilà. Donc ça faisait partie d'un schéma que j'avais dans ma tête et qui s'est trouvé comme ça par hasard. Et là, j'en suis aujourd'hui pleinement satisfait, ne serait-ce que par la solidarité que ça apporte vis-à-vis des gens qui en ont besoin et de moi, du retour que j'ai par rapport aux personnes transportées que j'apprends à connaître. D'un côté des personnes âgées ou des personnes qui ont des besoins, qui n'ont plus de permis ou autre chose. Et c'est une vraie communication. Et une fois que le trajet est terminé, qu'on a fait notre course, je me sens bien dans ma peau. Et est-ce que vous avez conduit, vous ? Non, jamais. Vous avez jamais conduit ? J'ai 2 fois mon code. Vous avez 2 fois votre code ? J'ai loupé tout le temps la conduite. Si c'est une course par exemple pour aller faire des courses au supermarché ou ailleurs, là on n'attend pas parce que c'est à proximité, mais quand c'est Cholet, Angers, Nantes, ben là on va pas faire demi-tour parce que ça engagerait des frais trop importants. Donc on reste, déjà on accompagne la personne parce que souvent elles sont un petit peu démunies dans les différents hôpitaux et après ben, s'il faut attendre, ça fait partie du bénévolat, parce que le bénévolat, il est vraiment là, il est dans l'accompagnement de la personne. Il n'est pas, on est payé de nos kilomètres, ça suffit, hein, honnêtement, mais tout le reste est du vrai bénévolat. Vis-à-vis des professionnels, j'ai eu l'occasion d'en discuter et on a eu un échange hyper intéressant, dans le sens où eux, ce qu'on fait, ils ne peuvent pas le faire parce que ça leur demanderait trop de temps et trop de disponibilité, ce qui est tout à fait compréhensif pour un professionnel. Donc on fait ce que des professionnels ne peuvent pas faire. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas le faire, qu'ils ne peuvent pas faire. Et ça, c'est hyper important. Et le fait de faire un trajet d'1 heure ou d'1 heure et demie, eh ben, on apprend à connaître la personne un peu plus intimement. On parle de nos familles, on parle de nos enfants, on parle de nos petits-enfants. C'est absolument passionnant.
Alors, on va demander à Gaëtan de Trogoff, qui est élu à l'Aglo, au bureau de l'Aglo, et qui est vice-président de la commission mobilité, de venir nous rejoindre pour remettre un trophée, alors que ça me rappelle quand on faisait des tournois de Sixte autrefois, on se passait la coupe. Alors là, vous allez être six territoires, enfin sur notre territoire, à vous transmettre le trophée, mais on vous remettra également des médailles. Alors je vais demander pour le secteur de l'Argentonnais, qui est géré par le Relais Famille, il y a Marie-Thérèse Joly, qui est coprésidente du Relais Famille de l'Argentonnais et bénévole, de venir nous rejoindre. Si toutefois, dans ceux que j'appelle, il y a un absent, que quelqu'un de l'Argentonnais se déplace. Autrement, elle est là, donc on va lui demander de venir nous rejoindre. Pour le secteur du Mont-Coutantais, qui est géré par le Secours catholique, je vais demander à Nicole Biraud, qui est présidente du Secours catholique du Mont-Coutantais. Pour le secteur du Moléonnais, géré par le Centre socioculturel, je vais demander à Laurent Bosch, qui est un des bénévoles. Pour le secteur de Noailles-les-Aubiers, qui est géré également par le CSC, je vais demander à Henri Boutin, le bénévole que l'on vient de voir d'ailleurs dans la vidéo. Pour le secteur de Bressuire, toujours géré par le CSC, Michel Fento, qui est bénévole. Et pour le secteur du Ceriséen, toujours géré par le CSC, Bernard Milleriou, qui est également bénévole. Venez nous rejoindre. Voilà, alors je vais demander à Gaëtan d'aller chercher le trophée. Le trophée, puis il y a des médailles, je crois, à remettre à chacun des présents. Alors, il y a un représentant de chaque des territoires, donc on peut remettre. Tu le remets à une des dames, le trophée. Je vais remettre le trophée. Tiens, oui, voilà. Voilà, c'est ça. C'est lui qui fait pratiquement... Alors, la dame de l'Argentonnais, ça va être la dame. On va en parler. On fera qu'une remarque au monsieur qui était dans la vidéo là, de Noailles-les-Aubiers. Ça serait mieux s'il écoutait Colline. Bon, ben écoutez, je crois qu'on peut encore les applaudir de leur bénévolat. L'ensemble des bénévoles du transport solidaire remercie les élus de l'agglomération du Bocage bressuirais pour cette remise de trophée. Courant 2017, vous avez souhaité apporter une réponse aux demandes quotidiennes de la population concernant la mobilité sur le territoire. Nous, bénévoles, avec l'appui des structures, avons su nous mobiliser pour mener à bien ce projet. Au regard des chiffres, après une année d'activité, nous nous rendons compte de l'utilité du transport solidaire. L'action que nous menons est un prétexte au lien social, à l'échange et à l'accompagnement des habitants. Nous sommes ravis que cette action réponde aux besoins de la population, même si nous sommes conscients qu'elle ne couvre pas l'ensemble des demandes en termes de mobilité. Merci encore. Bon. Très franchement, c'est nous qui vous remercions.
d'avoir accepté un tel challenge, plein de réussite, et comme vous l'avez souligné, au-delà du service rendu, c'est le lien social qui a su se créer entre les habitants, et c'est grâce à vous. C'est pas nous qui devons être remerciés, c'est franchement vous. Merci. Allez, nous allons passer au trophée suivant sur les ambassadeurs du territoire. Et les ambassadeurs du territoire, Jean-Michel l'a dit tout à l'heure dans ses propos, le sport est un formidable ambassadeur et nous allons le voir à travers le SBAC. Au SBAC, on pratique tout. Donc il y a d'abord les écoles d'athlétisme pour les enfants de 7 à 11 ans et nous en avons 5 actuellement qui couvrent tout le territoire de l'Agglo de Baie, à Mauléon, Nueil-les-Aubiers, Bressuire, Cerizay et Montcoutan. Ensuite, nous avons deux centres d'entraînement techniques sur Bressuire et Cerizay qui développent toutes les activités pistes, tous les sauts, les lancers, le sprint, la haie, marche athlétique et bien sûr demi-fond. Et puis, il y a aussi toutes les sections hors stade, 4 sections hors stade qui développent de la course à pied en loisir et de la marche athlétique pour 3 d'entre elles. On a bien sûr 3 athlètes phares, ce sont les 3 qui sont listés sur les listes haut niveau ministérielles. Hugo Hay, Pierre Proust et Sébastien Michaud. Hugo Hay, récent médaillé de bronze des championnats d'Europe de cross et qui a été champion de France espoir l'an passé toujours en cross. Nous avons également Sébastien Michaud qui, après avoir porté son record à 2,15 m au saut en hauteur, a été sélectionné en équipe de France espoir pour les Jeux méditerranéens. Et il a obtenu également 2 places de vice-champion de France. Et Pierre Proust, qui lui aussi, l'an dernier, avait participé au championnat d'Europe, mais en catégorie junior, ceci en cross. Et puis, il y a toute une sous-couche d'athlètes qui ne demandent qu'à accéder au niveau national. 2019, ça va être surtout de progresser cet été, donc améliorer mes chronos sur 5000 mètres et sur 1500 mètres. Donc ça va être vraiment la base. Après, il y a les championnats d'Europe Espoir qui seront mes derniers championnats en catégorie jeune. Donc du coup, l'objectif, c'est de remporter la médaille d'or, d'avoir enfin ce premier titre européen. Fin 2019, il y a aussi les championnats d'Europe de cross qui seront mes derniers en espoir aussi. Donc c'est enfin de gagner la médaille après ma 2e et ma 3e place aux 2 dernières éditions. Pour 2019, je souhaiterais faire une médaille au championnat de France Espoir ainsi qu'au championnat de France Élite, réaliser un nouveau record personnel s'élevant à 2,21 m pour pouvoir participer au championnat d'Europe Espoir. Les ambitions, donc moi ça va être d'améliorer mon chrono sur 1500 et 800 pour cet été en 2019. Après faire une bonne place aussi au championnat de France de cross cet hiver. Sur cross-court, ce sera ma première année que je m'alignerai sur cross-court parce que j'ai changé de catégorie. Et puis après, au mois de décembre 2019, participer au championnat d'Europe de cross avec Hugo et dans la même équipe. On a une spécificité, c'est d'accompagner tous nos jeunes qui commencent en général soit en école d'athlé ou en benjamin, et on les accompagne jusqu'au niveau national, voire international. On ne va pas chercher des sportifs à l'autre bout de la France, voire à l'étranger. Les gens sont un peu surpris, effectivement, qu'ils se demandent où se situe ce club, le Sèvres Bocage Athletic Club. Ça a été une réflexion qu'on a entendue sur les terrains lors du premier championnat de la Nouvelle-Aquitaine. Des gens du Pays Basque étaient très surpris de voir notre maillot. Donc, en regardant l'arrière du maillot et avec le 79 qui marque bien notre appartenance aux Deux-Sèvres et depuis peu le logo de l'Agglo de Baie, je pense que nous contribuons à valoriser donc le territoire de l'Agglo de Baie et à bien situer le club dans ce territoire. Alors, nous allons demander à Johnny Brosseau, à la fois vice-président chargé de la politique sportive et maire de Cerizay, et puis bien sûr à Pascal Brosseau, président du SBAC, président aussi du comité départemental, de venir nous rejoindre pour recevoir le trophée.
Peut-être avant de remettre le trophée, un petit mot, Pascal. Bon, tu nous as bien expliqué dans le film la philosophie, on va dire, du SBAC. Qu'en est-il aujourd'hui? Le club, là, on est en pleine saison de cross et avant la saison estivale. Ouais. Alors avant, je tiens à excuser nos 3 athlètes qui étaient invités à cette cérémonie. Donc, Hugo Hay est actuellement en stage national au Portugal. Sébastien Michaud rentré cet après-midi des États-Unis dans le cadre d'une compétition universitaire aux États-Unis. Donc il a seulement franchi 2,09 m et donc il rentrait cet après-midi, donc indisponible. Et puis par manque de chance, Pierre Proust n'était pas en structure chez son patron puisqu'il est en apprentissage. Il était sur Angers toute la semaine. Donc ils ont tous les 3 prié d'excuser leur absence. Mais ils sont tous excusés. Oui, donc le club actuellement, donc saison de cross et à suivre une saison estivale. Là, c'est les locomotives, mais il y a plein d'autres derrière, plein de jeunes espoirs. On parle du cross, mais il y a également des épreuves en salle. Et le week-end prochain, d'ailleurs, il y a une athlète du SBAC qui est bien connue sur Bressuire, Céline Jacob, qui est enseignante EPS au lycée Saint-Joseph, qui va représenter le club au championnat de France sur le pentathlon. Ce sont des épreuves combinées, donc à Rennes, au championnat de France nationaux. Bien. Johnny va te remettre le trophée. Ah bon? Alors Combran, oui. Et puis, en plus, nous, tous les 2 Brosseaux, je crois qu'on a la même souche, je crois, du côté du temple. Et puis, il y a pas mal d'anciens Neuilly-au-Bray également, je crois, hein, puisque Jean-Michel Bernier, Pierre-Yves Marolleau, Philippe Brémond sont Neuilly-au-Bray. Puis moi, j'ai fait mes études bien que étant né à Étusson. Je salue les collègues. J'ai fait toute ma scolarité à Neuilly-les-Aubiers. Puis je connais un peu tout le territoire. Donc ça, c'est un avantage aussi parce que on a un territoire qu'il faut défendre hein, face au bocage vendéen, face au Choletais. Je crois que l'Agglo 2B a toute une place à prendre pour jouer à armes égales avec ces territoires voisins. Merci. Eh bien, merci Pascal et bonne saison. Bonne saison au SBAC. Alors, c'est le trophée pour les événements majeurs de l'année 2018. Et donc, il en a été question aussi tout à l'heure dans les propos du président. C'est l'ouverture du CHNDS. C'est un site hospitalier assez exceptionnel. Il est rarissime désormais qu'un site hospitalier comme celui-là soit édifié en pleine zone rurale. Ce nouvel hôpital de Fellabès, qui est ouvert donc maintenant depuis 6 mois, couvre tout le nord de Sèvres et notamment l'ensemble des villes de Bressuire, Parthenay et Thouars. Et donc, c'est une population de 170 000 habitants qui a vocation à avoir accès à ce nouveau plateau technique hospitalier qui vient donc d'ouvrir ses portes récemment. Le site de Fellabès est un site qui regroupe l'ensemble des activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, mais également des activités plus techniques ou plus médico-techniques, comme le service d'imagerie, qui est également installé ici sur le site de Fellabès, les activités de pharmacie, les activités de biologie sont également regroupées sur le même site. Et c'est donc maintenant un nouvel hôpital qui est ouvert pour l'ensemble de la population et qui regroupe l'ensemble de ces activités qui peuvent être accessibles directement sur ce site unique. L'ensemble des équipements médicaux nécessaires à son fonctionnement ont été installés. C'est un site qui est doté d'un bloc opératoire et de l'ensemble des outils d'exploration fonctionnelle lui permettant de développer l'ensemble des activités chirurgicales et médecine exploratrice notamment. C'est un site qui est équipé également et bien équipé d'un service d'imagerie avec 2 scanners, avec une IRM.
ce fonctionnement, les organisations mises en place doivent être confortées, elles doivent être développées, précisées. Les équipes médicales méritent également, pour certaines d'entre elles, d'être complétées, donc des recrutements médicaux seront opérés dans les prochains mois pour faire en sorte que cet hôpital joue complètement son rôle sur le nord de Sèvres et pour l'ensemble du bassin de population qu'il dessert. On va demander à Pierrick Diomgar, le directeur du CHNDS, mais aussi on a Nicolas Courtois qui a suivi tout le chantier, qui a été un peu le pilote, de venir également nous rejoindre. Complètement pilote. Il va venir nous rejoindre. Et bien évidemment, c'est Jean-Michel Bernier, puisque les 3 maires de Parthenay, Thouars et Bressuire se partagent la présidence. Je vous rappelle aussi que M. Diomgar est aussi le président du directeur de l'hôpital local de Mauléon, puisque ça fait partie de la même famille. Alors, on va laisser, on va donner un micro aux deux personnes. Oui. Monsieur Courtois, donc, a dirigé le chantier pendant 2 ans à peu près, 2 ans, avec au plus fort des effectifs, combien de personnes sur le chantier? On a atteint 310, 310 au milieu du chantier. Et chose remarquable, qui a rendu le chantier remis des clés dans les temps impartis et avec une qualité de service et de relation tout à fait remarquable. Après quelques mois, disons 6 mois, vous avez quitté le bocage avec regret? Alors effectivement, pendant les 3 ans qu'ont duré les études et le chantier, j'ai pu apprécier quand même toutes les infrastructures de Bressuire, notamment pour aller courir après une journée de travail, donc souvent de nuit. J'ai souvent tourné autour des stades d'athlétisme, on parlait du SBAC tout à l'heure. J'ai profité de l'éclairage également des terrains de rugby qui sont éclairés très tard, puisque ça permettait d'avoir des bonnes conditions. Et puis effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de gens qui tournaient autour de Bressuire et de Félabès, et j'en garde des très bons souvenirs. Et dans un tel chantier, on peut parler de chantier évidemment, quelles sont les difficultés qu'il a fallu aplanir? Il a fallu surtout coordonner, puisqu'on a quand même trouvé, en faisant un appel très important et très significatif à des entreprises locales, on a trouvé des gens qui étaient moteurs et qui souhaitaient vraiment prendre une part active à la construction de ce chantier, on va dire, hors standard. Et on a pu créer des partenariats qui aujourd'hui perdurent sur d'autres opérations. Je pense au groupe Millet avec les menuiseries et les panneaux bois chez Cibois, pour lequel on est en train de regarder d'autres projets. Et puis également les préfats bressurais avec son patron qui est ici et qui, grâce aux opérations connexes que Bouygues peut amener sur le territoire, est emmené sur d'autres opérations. Mais c'était essentiellement une opération de coordination, de faire le chef d'orchestre autour de toutes les parties prenantes qui connaissent leur métier parfaitement. On rappelle que le chantier, c'était 70 millions d'euros. Monsieur Diomgar, avec quelques semaines, un peu plus de recul, vos impressions, vos objectifs? Après 2 mois de recul uniquement, en effet, puisque j'ai pris mes fonctions récemment, j'ai la chance de découvrir un très bel outil, un centre hospitalier neuf sur ce site de Félabès, un centre hospitalier qui propose à la population toutes les activités médicales, de chirurgie, d'obstétrique que nous pouvons proposer, qui regroupe l'ensemble des activités qui étaient autrefois répartis sur 3 sites différents, et donc un établissement qui aujourd'hui, avec cet outil que vous avez pu nous fabriquer, qui est un outil prêt à répondre à l'ensemble des besoins de la population et à développer l'offre de soins qu'il doit développer pour la population. Très bien, merci à vous. Vous avez vu que ces trophées sont vraiment, ça nous a tous bluffés, là, les présidents, vice-présidents, lorsqu'on les a vus. Ces trophées ont été réalisés par les élèves du lycée Léonard de Vinci.
Et on a voulu aussi les mettre à l'honneur ce soir. Et je vais demander à Éric Guérineau, qui est proviseur de la cité scolaire Genevois-Signoret-Vincy, de venir nous rejoindre, et quelques-uns des 14 élèves qui ont participé à la réalisation de ces trophées. 2 élèves en terminale technicien en chaudronnerie industrielle, je ne sais pas si je vais bien prononcer leur nom, mais ils nous le diront, Colline Cruchon et Isabelle Zulueta, et leur professeur Thierry Augereau. Donc s'ils sont là, qu'ils viennent nous rejoindre. Et puis également 2 élèves de CAP, Arts et techniques de la bijouterie-joaillerie, Amanda Lantia et Axel Dupuis, leur professeur Amandine Géron. Et puis il y a le coordonnateur apprentissage, Dominique Rambaud, qui a mis en musique tout cela. Alors Dominique, oui, je le vois, il arrive, donc on peut les applaudir bien fort. Et puis on va faire venir aussi quelqu'un que je vais vous demander d'applaudir encore bien fort. C'est Alexandre Simon, qui est médaillé d'or de soudure aux Olympiades nationales des métiers qui se sont déroulées mi-décembre à Caen. Donc Alexandre, si tu veux bien venir nous rejoindre. Alors Alexandre, il est tout jeune, mais il a déjà un palmarès impressionnant. On va rappeler qu'il a eu un CAP RCI à Niort, et qu'il a eu ensuite une mention complémentaire soudage à Vinci, qu'il a fait un apprentissage Bac Pro TCI à Vinci dans l'entreprise MDA Industrie à Saint-André-sur-Sèvre, qu'il a été champion régional en mars 2018 des Olympiades, et puis en décembre, médaille d'or au championnat de France des Olympiades, donc avec 752 points. Tu as battu sur le fil ton plus proche adversaire, 750 points. Hein, voilà. Et désormais, Alexandre est qualifié à suivre les entraînements qualificatifs pour les championnats d'Europe. Et je crois qu'Alexandre, il faut donner aussi un coup de chapeau aux entreprises qui sont avec toi, en particulier MDA à Saint-André-sur-Sèvre, qui lui a laissé tout son mois de novembre pour s'entraîner, et F3B Moultz à Cerizay, qui lui a offert les matériaux nécessaires à l'entraînement. Hein, comme quoi, dans le bocage, l'entraide et la solidarité, ça marche même pour cela. Donc bravo à tous ces jeunes, bravo à leurs professeurs, on va leur donner la parole. Jean-Michel va les récompenser. D'accord. Mais oui, je crois que c'était ça. Alors, comment ça a été conçu? Alors, on va demander à l'un des professeurs de nous expliquer comment ça s'est passé, cette création de trophées. Bon, c'est la Glodobé qui nous ont demandé de faire des trophées. Alors, j'ai mis des apprentis des filles, des chaudronnières, parce que ça existe aussi en filles. Et il y avait un cahier des charges à respecter, mais en fait, c'est elles par leur imagination, je dirais même artistique, qui ont réalisé ces trophées. Alors, tout le monde est content. Apparemment, ça plaît. Oui. Voilà. Alors, on va leur demander qu'est-ce qui les a motivés à se lancer dans cette formation de chaudronnier. Non, c'est pas toi, c'est toi. On va tirer au sort. Allez, l'une. Allez. D'abord. Je viens d'abord. Je sais rien, vas-y. C'est la plus grande. Par la taille. Allez, qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, j'ai commencé par la soudure. J'étais soudeuse et en cherchant une formation de soudure, on m'a parlé de la formation chaudronnier. On m'a expliqué ce que c'était et je me suis dit que ça pouvait que compléter ce que je faisais déjà. Et cette création-là, vous avez dessiné, avant de réaliser? On a dessiné sur papier. On a cherché des idées par rapport au thème. Ensuite, on a dessiné sur ordinateur. Et puis, voilà, on a découpé toutes les pièces, on les a assemblées. Et voilà. D'accord. Très bien. Bravo. Bien. Je pense que cette reconnaissance est particulièrement bienvenue aujourd'hui dans le contexte que Vinci connaît avec... alors c'est pointuré,
mais des perspectives effectivement de fermeture de classes. Et hier soir, on en parlait au conseil municipal, on a pris effectivement une motion en ce sens. Et on voit bien à travers ces exemples la qualité de l'enseignement sur Vincy, et qu'aujourd'hui, dans le cadre plus général de la France rurale, ce n'est pas en faisant déplacer les jeunes à des dizaines ou des centaines de kilomètres pour se former qu'on favorisera l'apprentissage et les métiers manuels. Donc on va tout faire effectivement pour garder ces formations, voire les développer au sein du lycée Vincy. Je vois que c'est des propos que, Dominique, tu confortes, tu confirmes, tu acquiesces. Oui, évidemment, on est tous mobilisés en ce moment au lycée Léonard de Vincy pour maintenir nos formations. Là, actuellement, ce sont 2 formations de frigoristes et chauffagistes qui sont menacées de fermeture à la rentrée prochaine. Donc, on remercie déjà tous ceux qui se sont mobilisés pour soutenir ces formations-là. Et on espère qu'on va avoir gain de cause. Bien, on va passer la parole à Alexandre. On va lui demander à Alexandre comment ça se passe, un championnat de France. Explique-nous comment on marque des points, comment ça... Enfin, voilà, explique-nous comment ça se passe. C'est très dur, très physique, très mental aussi. Bien près du micro, s'il te plaît. Je ne sais pas trop quoi dire. On fait le premier jour, on fait différentes pièces qui sont radiographiées. Et moi, j'ai eu la chance qu'elles sont bonnes. Enfin, les clichés radio sont bons. Donc, ça a valu ma médaille d'or. Parce que le Normand, il a tout... Enfin, il a raté, malheureusement. Donc, c'est comme ça, la compétition. Donc, voilà. Faut bien qu'il y en ait. Oui, toi, tu n'as pas raté. Non, moi, j'ai eu de la chance, mais c'est passé. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour réussir ? Faut beaucoup s'entraîner en atelier et aussi le stress pour la compétition, puisque il y a du temps, il faut respecter le temps, et quand on n'est pas dans le temps, on fait les choses plus vite et ça passe pas à la radio, donc voilà. Alors, est-ce que c'est comme dans le monde du sport, le fait d'être champion de France, tu as des sollicitations déjà ou pas ? Oui, c'est très, très physique, très physique. Oui, mais est-ce que tu as des sollicitations ? Est-ce qu'on te demande pour t'embaucher dans des entreprises ? Pas encore, mais bon, ça va peut-être venir. À mon avis, pendant le pot tout à l'heure, il va y avoir quelques sollicitations. Alors, on a bien vu, il n'y a pas mal qui travaille sur le métal, là. Championnat d'Europe, maintenant ? Peut-être, parce qu'il y a encore une sélection entre le Normand et moi, ouais. Le deuxième et le premier, donc voilà. Il va peut-être rater encore sa pièce. Oh, peut-être. Faut croiser les doigts. Bon, et donc, si tu vas à ces championnats d'Europe, c'est quand et c'est où ? C'est en septembre 2020 à Graz, en Autriche. Oui, très bien. Ça fera un beau voyage déjà. Bon, écoutez, bravo à vous. Oui, Dominique ? Non, je voulais juste rajouter quelque chose par rapport au trophée. Donc, il a été fait en majeure partie par Colline et Isabelle, mais il y a eu la petite touche quand même de la nouvelle spécialité aussi à Vincy avec le CAP bijoutier. Donc, sur les trophées où il y a des petites dorures, eh bien, c'est les élèves de bijouterie qui l'ont fait. Et alors, elles sont pas là, il et elles sont pas là ce soir parce qu'ils sont en période de stage. Et les stages en bijouterie, c'est souvent très loin. Mais je vais laisser la parole à ma collègue, donc Madame Géron, qui a suivi ce projet-là et c'est elle qui s'occupe des CAP bijoutiers. Bonsoir. Donc oui, effectivement, sur les trophées, nous les bijoutiers, on a pu travailler sur 3 trophées. On nous a demandé de faire des engrenages et des étoiles pour décorer les trophées. Donc tous mes élèves, toutes les 12 élèves en première année, ont fait chacun 3 engrenages, une étoile et ce qu'on a appelé un serpentin qu'on est venu après rifter sur les trophées de Colline et j'ai perdu le tour, et Isabelle. Pardon ? Ah oui, et les petites touches de métal qu'on a apportées sont en laiton. Oui. Métal qu'on travaille pour apprendre. La formation orfèvrerie est ouverte depuis 1 an ou 2 ans ? Alors la formation, c'est bijoutier avec une option sertissage qui est ouverte depuis 2 ans. 2 ans. Nos élèves passent leur examen là, en fin d'année.
On aurait peut-être pu vous demander de faire un trophée supplémentaire, Jean-Michel, puisque comme on voit le président de région vendredi à Angoulême, on aurait pu lui remettre en lui disant, en lui assurant du bon souvenir du lycée Vinci. Voilà.